Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire de l'identification avec OpenCV. Dans le tutoriel numéro 3, nous avons vu comment repérer un visage dans une image. Aujourd'hui, ce que l'on va essayer de faire, c'est de mettre un nom au-dessus de ce visage. Pour réaliser cette tâche, il va y avoir 3 étapes. La première, constituer une base de données annotée. Comme toujours, dès que l'on veut faire de l'apprentissage supervisé, il nous faut une base de données annotée. Donc là, il va falloir constituer une base de visages et avoir à côté de chaque visage l'identité de la personne. Ensuite, nous mettrons en forme toutes ces données dans des tableaux pour pouvoir les donner à notre fonction d'apprentissage. Et enfin, on réalisera un troisième programme dans un troisième temps pour mettre donc une identité au-dessus de chaque personne. Ma base de données annotée, je ne vais pas la réaliser en filmant des gens dans la rue par exemple parce que je pourrais avoir des soucis juridiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un film sur un site qui diffuse des films libres de droit, donc vous pourrez aussi le récupérer et vous entraîner avec ce même film. Donc voilà, il faut aller sur archive.org et je vais récupérer ce film qui est absolument extraordinaire de par son histoire et ses effets spéciaux qui sont à couper le souffle. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo bien sûr. Et on va commencer notre premier programme qui est tout simple. Celui-là, normalement, vous savez le faire si j'ai bien travaillé dans le tutoriel numéro 3. On va juste extraire tous les visages et on va créer un fichier d'image par visage. Voilà le programme. Donc toutes ces fonctions, vous les connaissez. Là, on a le fichier qui nous permet d'identifier des visages. Ici, je vais lui donner donc le fichier que j'ai téléchargé. C'est un fichier MP4. Et avec la fonction Detect Multiscale, je vais récupérer chacun des visages. Vous vous rappelez, on a des quadruplés. XY, la coordonnée du visage avec la hauteur et la largeur. La seule fonction que l'on n'a pas encore vue, c'est celle-ci. cv2.imWrite, on peut lui donner un nom de fichier. Alors ici je peux lui donner le format que je veux, la fonction va me l'écrire dans le bon format. Donc ça c'est assez pratique. Donc là je vais créer des fichiers PNG parce qu'ils sont compressés. Et je ne vais pas stocker toute l'image, je ne stocke que le visage. Donc dans Frame, vous vous rappelez, on récupère les images une par une. Donc moi je veux pas toute la frame, je veux juste le visage, donc je donne les coordonnées avec la largeur et la hauteur. Et c'est tout ce que je vais faire ici. J'ai rajouté, comme la dernière fois, Q pour Kit, parce que je ne vais pas faire le film en entier, je vais m'arrêter, je vais faire peut-être à peu près un quart, j'aurai largement assez de visages. Et j'ai juste ajouté une deuxième petite fonctionnalité lorsque je vais appuyer sur A. Donc vous voyez ici, en fait, je vais lire sans image d'un coup, sans rien faire, c'est juste une fonction d'avance rapide pour passer le générique entre autres ou quelques longueurs dans le film. Ici, vous voyez que, je ne l'ai pas précisé au début, j'ai fait import common. Dans common, j'ai juste mis une variable que je vais partager entre les 3 programmes que l'on va faire aujourd'hui, dans lequel il y a la taille minimum de l'image. Ici, je vais prendre des images qui font au moins, j'ai mis 50 dans la variable min size. Donc, je veux des images, il faut qu'il y ait un visage qui soit grand d'au moins 50 pixels sur 50 pixels. Et je n'ai plus qu'à lancer mon programme, donc qui s'appelle enregistre visage. C'est parti, donc là, ça va tourner un moment. Voilà, donc là, je vais appuyer sur A. Donc voilà, là au début le narrateur pose un peu le décor et je peux accélérer. Là les visages sont enregistrés au fur et à mesure dans le répertoire. Hop, si je reviens sur mon programme, dans le répertoire non classé. Voilà, j'ai laissé tourner le programme un moment, donc j'ai un répertoire avec énormément de visages. Donc c'est très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés, je les ai mis dans photo, j'ai récupéré ici 5 acteurs et j'ai placé les images dans ces 5 répertoires. Donc on a le pilote, le narrateur, la méchante, le chef extraterrestre et le veuf. Voilà.
Bien, donc j'ai une base de données à noter. La notation en fait c'est le nom du répertoire. Alors pourquoi je n'ai pris que 5 acteurs? Je n'ai pas pris l'ensemble des acteurs parce que ce que je veux c'est que au-dessus de ces 5 acteurs, donc il y ait le nom, mais au-dessus des autres acteurs, je veux impérativement qu'il soit marqué inconnu. Et ça c'est assez important sur l'identification, il faut vraiment éliminer au maximum les faux positifs. Donc là pour tenter de bien utiliser cette fonction, je ne prends que 5 acteurs et je ne veux afficher l'identité que de ces 5 acteurs sur tous les autres. Il faudra qu'il y ait impérativement inconnu. On va pouvoir commencer le deuxième programme, le programme d'apprentissage. Mais juste avant, je vais vous montrer une fonction qui s'appelle os.walk qui permet de parcourir une arborescence. Pourquoi j'ai besoin de cette fonction? Vous l'avez compris, parce que j'ai rangé dans mon répertoire photo un répertoire par acteur avec à l'intérieur tout un tas de photos. Donc j'ai besoin de parcourir toute cette arborescence pour construire deux tableaux, un avec l'ensemble des photos et un avec les identités à côté, l'identité étant le nom du répertoire. Donc on va voir comment marche cette fonction. J'ai mon répertoire photo dans lequel il y a 5 répertoires avec les 5 acteurs, ils sont là. Donc on va faire Python import os for root dirs files in os.walk. os.walk on lui donne un directory, donc moi un répertoire, donc moi c'est photo au pluriel. On va juste faire un print et je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ces 3 variables. Voilà ce que ça donne. Donc je vais revenir au début. Ce que fait la fonction ici, c'est parcourir complètement l'arborescence photo. Et je vais à chaque fois recevoir de cette fonction un triplet qui est ici. Donc on va avoir le nom du répertoire que la fonction est en train de parcourir. Donc au tout début, c'est le répertoire photo. Je vais avoir dans ce répertoire root un tableau avec la liste des répertoires qu'il y a dans ce répertoire. Donc là, dans photo, j'ai un premier tableau avec les 5 répertoires qui correspondent aux 5 acteurs que j'ai choisis. Et je vais avoir un autre tableau, un deuxième tableau, files, dans lequel il y a l'ensemble des fichiers, donc sous-entendu qui ne sont pas des répertoires, contenus dans le répertoire root. Donc ici, dans le répertoire photo, il n'y a aucun fichier, donc j'ai bien un tableau qui est vide. Et la fonction va continuer de parcourir tous les répertoires. Donc ensuite, elle va aller dans photo.chefIT. Dans le répertoire photo chefIT, donc qui est stocké dans la variable root, il y a un tableau qui est vide, c'est normal, il n'y a aucun répertoire dans ce répertoire. Par contre, il y a plein de fichiers, ce sont tous les fichiers qui ont été générés avec la fonction detect multiscale. Et comme ça, on va parcourir toute l'arborescence, donc il va y en avoir un autre, voilà, photo.narrateur, dans lequel il n'y a pas de répertoire, mais dans lequel il y a plein de fichiers, etc. etc. Donc voilà comment marche cette fonction os.walk. Bien, j'ai des photos, j'ai une identité, le nom du répertoire, et je sais parcourir tout ça avec ma fonction os.walk. Je peux aller faire mon deuxième programme, le programme d'apprentissage. Voilà le programme. Donc au début, j'initialise quelques variables, dont la variable ImageDir, donc la variable dans laquelle il y a mes photos. Et comme vous l'avez compris, je vais parcourir ce répertoire avec os.walk. Donc ce que je vais faire ici, je vais dire s'il y a des images, puisque des images, je n'en ai que dans les répertoires, je vais dire acteurs. Je vais récupérer déjà le nom de l'acteur avec la fonction split. Donc ce que me fait la fonction split, c'est récupérer ici la variable root. Donc vous vous rappelez, c'est là-dedans qu'il y a le répertoire que je suis en train de parcourir. Donc par exemple, je pourrais être dans le répertoire photo / narrateur. Donc moi ce que je veux, c'est juste narrateur. Je ne veux pas photo narrateur, l'identité sera juste narrateur.
Donc là, je split ma variable route narrateur, je split selon le caractère slash. Et avec -1 ici, je récupère le dernier argument du tableau, puisque split me renvoie un tableau avec, pour chaque élément, tous les éléments qui ont été récupérés en les séparant par ce caractère. Donc moi, je veux le dernier élément, photo slash narrateur, il va me renvoyer narrateur. Maintenant, je vais parcourir tout le tableau Files et je vais récupérer les fichiers qui se terminent file.endWith qui se terminent par PNG. Moi, je ne veux que les fichiers PNG. Là, je vais concaténer route et file parce que je vais m'en servir ici avec cv2.imread. Je vais lire le fichier pour l'ajouter à mon tableau Xtrain. Dans Xtrain, je vais mettre l'ensemble des images. C'est là-dedans que je vais stocker toutes les images que je vais donner à l'entraîneur tout à l'heure. Et là, je regarde si le label que je suis en train de traiter maintenant, c'est-à-dire l'acteur que je suis en train de traiter maintenant, est déjà présent dans label IDs. Si ce n'est pas le cas, je l'ajoute tout simplement. Et enfin, ID égale... je récupère, en fait, en fonction du label, du nom de l'acteur, je récupère l'ID dans mon tableau d'ID. Puisque cet ID, je vais l'ajouter cette fois-ci à la variable YLabel qui contient donc les identités des différents visages. Hein. Donc là, dans cette boucle, c'est ce que je fais, c'est que je prépare deux grands tableaux. Un tableau Xtrain qui comprend chacune des photos que j'ai lues juste ici. Et un deuxième grand tableau qui contient l'ensemble des identités des images qui sont ici. Maintenant que j'ai mes deux grands tableaux, je vais pouvoir faire l'apprentissage et écrire les fichiers que je pourrai utiliser plus tard. Alors, il va y avoir deux fichiers parce que ma fonction d'entraînement ne va mettre dans le fichier résultant que les caractéristiques des visages et juste un identifiant. Mais ensuite, la correspondance entre l'identifiant et un nom, un vrai nom, par exemple narrateur ou chef extraterrestre ou la méchante, et il va falloir que je l'enregistre dans un autre fichier. Donc le fichier avec les labels, c'est ce que je fais ici. Je l'enregistre ici grâce à la librairie Pickle. Donc c'est un format de fichier particulier. Je ferai un tutoriel là-dessus sur ces formats de fichiers. Là, il faut juste savoir que j'enregistre ici l'ID avec à côté un vrai nom, un vrai label. Et ici, je vais enfin faire appel à ma fonction d'apprentissage. Alors, il faut déjà faire appel à cette fonction. On va récupérer un identifiant qui est dans Recognizer. Donc là, vous voyez, c'est une fonction qui est vraiment dédiée à la reconnaissance de visage. Donc on fait appel à cette fonction et ensuite on peut lancer Recognizer.train à qui on donne nos deux grands tableaux. Donc il est important que ces deux tableaux aient le même nombre d'éléments, sinon bien sûr vous allez avoir une erreur. Il faut qu'à côté de chaque photo, il y ait une identité. Une fois que l'entraînement est fait, je peux l'enregistrer avec cette fonction. Et là je vais l'enregistrer dans ce fichier. Donc une fois qu'on a lancé ce programme, on va avoir deux fichiers, un qui va s'appeler labels.pickle qui va avoir un ID et un label, et là-dedans on va avoir toutes les caractéristiques des différents visages. Voilà, donc j'ai lancé l'apprentissage, ça prend environ 30 secondes, hein, c'est très rapide au niveau des temps, on n'est pas du tout sur les temps qu'on peut avoir avec TensorFlow, mais bien sûr ça va pas, c'est pas aussi précis, ça va pas aussi loin. Il nous reste un troisième programme à faire. Maintenant qu'on a nos deux fichiers, un avec les caractéristiques des visages et un avec identité label, on va pouvoir ouvrir ces deux fichiers, les lire avec des fonctions et on va voir comment maintenant placer un nom au-dessus d'un visage.
Voilà, alors ce troisième programme, c'est une extension du premier programme qui nous affiche des visages. Hein. Là, on veut aller un peu plus loin, on veut noter l'identité au-dessus. Donc, on va commencer par ajouter ça. Donc, comme tout à l'heure, on va faire appel à cette fonction pour instancier un certain nombre de choses. Et on va récupérer une variable recognizer. Et on va lire notre fichier. Donc ça, le fichier qui a été créé juste avant, trainer.yml, on va le lire juste avec la fonction read. Et c'est tout. Notre fichier labels.pickle, on va le lire de cette manière. Là aussi, c'est très simple. Il suffit juste de faire appel à la fonction load. Et je mets en forme mon tableau avec cette simple ligne. Donc là, j'ai récupéré mes labels et j'ai lu mon fichier qui a été créé à partir de la fonction d'entraînement. Donc là, je vais venir dans ma boucle, hein, donc toujours notre detect multiscale. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le petit truc que l'on va maintenant ajouter, c'est recognizer.predict. Donc là, vous voyez, je lui donne ROY, qui est en fait l'image que j'ai récupérée du fichier du film. Et je vais récupérer donc juste le visage, hein, y2.y plus h, x2.x plus w. Donc maintenant vous êtes habitué, tout à l'heure c'est ce qu'on a enregistré. Là je le mets dans cette variable. Et je peux lancer la fonction de prédiction qui est ici. Et cette fonction de prédiction va me renvoyer deux variables. La première c'est un identifiant. Et la deuxième, conf, c'est un indice de confiance. Alors plus l'indice de confiance est bas, et plus on est sûr que l'identité est la bonne. Et plus c'est élevé, plus cet indice de confiance est élevé, et moins la fonction est sûre d'elle dans sa prédiction. Donc une valeur qu'on met assez souvent, c'est on est en général entre 80 et 100. Là j'ai mis 95. Là ce que je dis c'est que si l'indice de confiance est inférieur à 95, alors je vais chercher dans mon tableau label, donc que j'ai lu que j'ai construit ici après avoir lu mon fichier label, je vais chercher dans le fichier label l'ID que j'ai récupéré donc de ma fonction de prédiction. Et si la valeur, l'indice de confiance est supérieur à 95, alors je vais marquer name égale inconnu. Donc maintenant que j'ai un nom, eh bien, je peux écrire mon texte ici, soit inconnu, soit le bon label, narrateur, chef extraterrestre ou autre. Soit marqué inconnu, je vais juste l'afficher dans une couleur différente que j'ai précisé au tout début. Le carré sera rouge si la personne est inconnue et verte si la personne est connue. Et maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir tester le programme. Python Identify et c'est parti. Donc là au début c'est un petit peu long à charger parce que le fichier issu de l'entraînement est un petit peu gros, mais ça devrait aller. Voilà, donc au début le framerate est énorme. Là je vais utiliser la touche A, voilà, pour accélérer le truc. Donc voilà, là vous voyez on a le narrateur qui est bien identifié. Ce que j'ai affiché à côté du nom, ici, c'est l'indice de confiance. Alors là, pourquoi il est à 0 ? Tout simplement parce que les images que vous voyez là sont les images que j'ai utilisées pendant l'entraînement et elles sont parfaitement exactes au film que je suis en train de repasser. Si vous faites un enregistrement à partir d'une caméra et qu'ensuite vous demandez à votre caméra d'identifier la personne quand elle va repasser devant, vous n'aurez jamais un indice de confiance qui sera égal à 0. Là, c'est une correspondance parfaite. Donc, je vais accélérer et aller plus loin. Donc, avec la touche A, on va aller sur la première scène. Voilà, l'enterrement. Donc là, on a le veuf qui est reconnu. Donc là, c'est pareil, il y a un indice de confiance à 0. Je vais avancer un petit peu là-dessus. Moi, ce que je voudrais voir, c'est un indice qui soit différent de 0.
Donc là, on reconnaît toujours le pilote. Voilà, là vous voyez l'indice est différent. Donc là, ce sont des photos que j'ai supprimées. Et il arrive toujours à reconnaître le pilote. Et donc on voit un indice. Là, on était aux alentours de 60. Donc la fonction de prédiction est relativement sûre. Voilà, là on voit encore 70, ça peut monter à 80. Et là, la fonction est relativement sûre d'elle. Et vous voyez que sur le copilote, on a inconnu. Donc ça, c'est très bien. C'est exactement ce qu'on veut. Je vais accélérer un peu. Voilà, pour le test de l'air, c'est pareil, inconnu. Donc ça, c'est super. Alors, de temps en temps, sur le pilote, la fonction ne reconnaît pas le pilote. Je vais aller un peu plus loin. Et là, normalement, on va avoir un problème. Voilà. Ici, vous voyez que l'acteur l'a identifié, des fois au chef des extraterrestres, des fois au narrateur. Ici, voilà, il y a des faux positifs sur le narrateur. Donc, il va falloir essayer de corriger tout ça. Bon, alors, comme vous le voyez, ça marche pas trop mal, mais il y a tout de même encore un certain nombre de faux positifs. Je vais en rester là sur cette première partie. Familiarisez-vous avec ces fonctions, la fonction d'entraînement, la fonction de prédiction, et essayez de voir comment vous pouvez améliorer les choses et réduire le nombre d'erreurs. Je vous montrerai moi dans une deuxième vidéo, dans une deuxième partie, un certain nombre de choses que je fais avant le traitement et avant la prédiction pour améliorer les choses. Donc des choses que j'ai pu remarquer, je veux dire qui sont issues de mon expérience avec ces deux fonctions. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre progression dans l'utilisation d'OpenCV. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des commentaires aussi bien sur le fond que sur la forme. Je laisse comme toujours à disposition le code sur mon GitHub, dont le lien est dans la description. Et je vous dis à bientôt.